T'es en première et tu galères avec la géologie? Alors ne bouge surtout pas car ce récap est fait pour toi. Qui dit dynamique interne dit mouvement de divergence au niveau des dorsales et mouvement de convergence au niveau des zones de subduction et de collision. On va tout d'abord commencer par les dorsales et voir d'un petit peu plus près ce qu'il s'y passe, comment le magma peut se former et être à l'origine de la nouvelle croûte océanique. Comme on peut le voir, la péridotite du manteau asténosphérique remonte au fur et à mesure, et ainsi, comme ce qui est représenté au niveau de ce diagramme de phase, en remontant, cette péridotite va progressivement subir une diminution de pression à température quasi constante. C'est ce qu'on appelle une décompression adiabatique. Ainsi, le géotherme va venir couper le solidus de la péridotite sèche, ce qui va permettre une fusion partielle de la péridotite. Cette fusion partielle est donc à l'origine d'un magma qui va remonter sous la forme de gouttelettes pour ensuite se stocker dans des chambres magmatiques. À ce niveau-là, plusieurs possibilités. Une partie du magma va pouvoir refroidir, cristalliser lentement en profondeur et former des roches magmatiques plutoniques à texture grenue. Ce sera donc le gabbro. Une autre partie du magma va remonter jusqu'à la surface et cristalliser rapidement pour former une roche magmatique volcanique à texture microlithique, le basalte. Basalte et gabbro sont toutes les deux des roches qui constituent la croûte océanique. Elles sont formées de minéraux caractéristiques, le feldspath plagioclase, le pyroxène et un petit peu d'olivine. Cette croûte océanique, une fois formée, fait environ 7 km d'épaisseur, surtout au niveau des dorsales rapides, et va donc s'étaler de part et d'autre de l'axe de la dorsale. Elle s'éloigne au fur et à mesure et va donc s'hydrater et se refroidir. En se refroidissant, l'isotherme 1300 degrés, qui marque la limite entre le manteau lithosphérique et le manteau asténosphérique, va se retrouver de plus en plus en profondeur, ce qui va induire un épaississement progressif du manteau lithosphérique. De plus, le refroidissement et l'hydratation de cette lithosphère va induire un métamorphisme, c'est-à-dire une transformation à l'état solide des minéraux. Ainsi, les gabbros vont devenir des métagabbros. Tout d'abord des métagabbros à hornblende, un type d'amphibole, environ sous 700 degrés. Puis, au fur et à mesure qu'on s'éloigne et qu'on continue à hydrater et à refroidir, ces métagabbros à hornblende vont se transformer en métagabbros à faciès schiste vert, avec comme minéral clé l'actinote, mais également la chlorite. On parle ici de métamorphisme hydrothermal. Ainsi, les roches métamorphiques ajoutées à l'épaississement de la lithosphère vont permettre une augmentation progressive de la densité de cette lithosphère océanique. À un moment donné, la densité de la lithosphère océanique va dépasser celle de l'asténosphère, ce qui va permettre le plongement de cette lithosphère océanique au niveau des zones de subduction. En plongeant, la lithosphère océanique va donc être soumise à une augmentation de pression, de température et va progressivement se déshydrater. Il va donc y avoir un nouveau métamorphisme. Le métagabbro faciès schiste vert va se transformer en métagabbro faciès schiste bleu, avec comme minéral clé le glaucophane. En se déshydratant, la croûte va venir progressivement hydrater le manteau lithosphérique de la plaque chevauchante. On poursuit l'augmentation de pression et de température au fur et à mesure du plongement de la lithosphère océanique et les métagabbros faciès schiste bleu vont se transformer en éclogites avec comme minéraux clés le grenat et la jadéite qui sont deux minéraux totalement déshydratés. Le manteau lithosphérique s'hydratant, cela va permettre à un moment donné la fusion partielle des péridotites de ce manteau lithosphérique. Regardons de plus près avec le diagramme de phase. En effet, la péridotite étant hydratée, elle n'est donc plus anhydre, comme on le voit ici, et donc le solidus
va être soumis à un abaissement de son point de fusion. Il va y avoir donc le croisement entre le solidus de la péridotite anhydre et le géotherme, ce qui va permettre une fusion partielle de la péridotite autour de 100 km, plus ou moins 100 km de profondeur. Cela va donc former un magma de nature basaltique, mais un magma hydraté. Ce magma va remonter sous la forme de gouttelettes et au fur et à mesure qu'il remonte, il va évoluer. Précisément, il va s'enrichir en silice, ce qui va induire un magma de plus en plus visqueux. Ainsi, ce magma va s'accumuler dans des chambres magmatiques. Ce magma qui cristallise dans la chambre magmatique va donner des roches plutoniques de type granit. Et le magma qui pourra remonter jusqu'à la surface et donc refroidir rapidement va donner des roches magmatiques volcaniques de type andésite et rhyolite. À la surface, on va trouver un volcanisme plutôt explosif, avec notamment des nuées ardentes et des panaches de cendres. Une fois la subduction terminée, les deux blocs continentaux vont se rapprocher et entrer en collision. La lithosphère continentale va donc se déformer sous l'effet de la pression, sous l'effet de cette convergence des forces compressives. Cela va induire différentes déformations telles que des plis, des failles inverses, des nappes de charriage, des écailles crustales, à l'origine notamment de notre racine crustale. Il va y avoir également formation de roches métamorphiques telles que de la schistosité, mais également des roches foliées. Voilà pour ce petit récap. On a vu, je pense, l'essentiel. Vous avez donc tout pour réussir à votre prochain contrôle.